Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens absolument à remercier les organisateurs de cette journée parce que ça va me donner l'occasion de poursuivre mon action militante par rapport à la notion de compétence et à son utilisation. Cette notion de compétence qui me paraît devoir être abordée avec au moins deux points de vue qui me paraissent tout à fait essentiels. Le premier, c'est qu'il faut l'aborder avec des modèles théoriques qui permettent de rendre compte. On n'entend pas. De l'aborder donc avec des modèles théoriques qui permettent de rendre compte des processus de mobilisation et de construction des compétences, ce qui en général n'est pas fait dans les approches classiques. Et puis la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante également, c'est d'aborder la question de l'articulation entre compétences individuelles et compétences collectives. Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Claude Coulet. Je suis universitaire retraité. Ma formation est en psychologie du développement et j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les compétences à partir des théories de l'activité. Donc voilà ce que je peux dire peut-être pour me présenter dans un premier temps. Et si je peux dire aussi également que j'interviens dans deux champs assez distincts l'un de l'autre, mais qui me paraissent tout à fait complémentaires. Le champ de la formation d'une part, et puis le champ des sciences de gestion d'autre part. Et c'est là que je peux articuler justement compétences individuelles et compétences collectives. Alors, je vais donc commencer par mon exposé par l'approche par compétences. Voilà, donc j'ai intitulé ça « Mettre en œuvre l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur » et je vais développer trois objectifs. D'une part, resituer les principaux enjeux, notamment par rapport à des enjeux politiques et pédagogiques, qui me paraissent importants de garder présent à l'esprit quand on travaille sur l'approche par compétences. Le deuxième objectif, c'est plutôt pointer les problèmes liés à la polysémie du lexique et à l'ampleur du lexique qu'on utilise quand on parle de compétences. Moi, je suis partisan de la réduction du lexique. J'essaierai d'expliquer pourquoi et comment. Et puis, troisième objectif, c'est peut-être identifier quelques points de vigilance à prendre en compte lorsqu'on met en place une approche par compétences à l'université ou pas d'ailleurs, parce que je pense que ce que je dis peut être utilisable au-delà de l'université, bien sûr. Alors, pour ce qui est des principaux enjeux, politique et pédagogique, je crois qu'il ne faut pas oublier que la notion de compétence vient du monde de l'entreprise et que c'est d'abord un concept qu'on pourrait qualifier de néolibéral, lié notamment à l'évolution de l'organisation du travail, dans la mesure où on est passé d'une économie de production de masse à une économie de la qualité et maintenant plutôt une économie qui est qualifiée d'économie de la connaissance. Dans les deux premiers cas, on avait des tâches qui étaient fortement prescrites et la notion de qualité suffisait, me semble-t-il, à mettre en face de ces tâches à réaliser, de telle sorte que, effectivement, les différents employés pouvaient être caractérisés par une qualification et pouvaient être d'une certaine façon un peu interchangeables les uns avec les autres. Depuis qu'on est passé à l'économie de la connaissance, on a vu les tâches devenir beaucoup plus discrétionnaires, c'est-à-dire des tâches qui sont définies, mais définies de façon relativement faible, précisément pour laisser de la latitude aux personnes dans l'organisation de leur travail. Et du coup, la notion de compétence a pris toute sa dimension, dans le sens où on cherchait des gens qui certes étaient qualifiés, mais surtout compétents, et notamment compétents pour pouvoir s'adapter à des situations relativement variables, et donc à prendre des initiatives et avoir une certaine autonomie.
Évidemment, à l'université, l'approche par compétence est une injonction, mais une injonction paradoxale parce que d'un côté, on dit qu'il faut mettre en place une approche par compétence, et puis de l'autre, on a tout ça qui sont des freins colossaux pour mettre en place une véritable approche par compétence. Dans la mesure où effectivement on parle toujours de contrôle de connaissances, on parle toujours de en termes de moyenne de notes, d'attribution de mentions, de procédures de compensation. On a un système qui s'appelle Apogée qui est là et qui impose sa logique à tout le monde. Et puis, bon, quand on valide des compétences extracurriculaires, comme ça a été, enfin, comme on cherche à le faire depuis assez peu de temps, on le fait éventuellement en rajoutant des demi-points à la moyenne générale, des choses de ce type-là, ce qui n'a rien à voir évidemment avec une certification de compétences. Et puis, bon, l'approche par compétence, on peut la qualifier aussi comme étant de l'ordre de la responsabilité sociale et environnementale des universités, dans la mesure où on doit de plus en plus inscrire les activités humaines dans un développement durable, ce qui implique deux choses. D'une part, changer l'organisation des activités humaines en général, et évidemment, si on change l'organisation des activités humaines en général, on doit changer les modes de formation, notamment pour les rendre plus efficients, dans la mesure où il y a urgence à changer l'organisation de ces activités humaines. Et donc, il me semble qu'effectivement, il est urgent de faire en sorte que les formations, et notamment universitaires, ne soient plus de l'ordre de la transmission d'un savoir, mais bien de l'ordre de la construction de compétences. Alors, si j'en viens aux questions du lexique, pour aller vite, on peut dire que la définition de compétences pose d'énormes problèmes, parce qu'on a des définitions de ce type-là, et ces définitions posent problème à différents niveaux. Je vais aller très vite, je reviendrai dans le deuxième exposé sur ces questions de définition, mais on voit bien que la notion de savoir, savoir-faire, savoir-être continue d'être là et j'allais dire, de laisser la notion de compétence dans ses aspects statiques, définitoires. On voit bien que dans ces définitions-là, la notion d'efficacité mélange à la fois la définition de la compétence et la question de son évaluation. Et ça, c'est problématique parce que ça amène à des pratiques opérationnelles qui sont, me semble-t-il, loin d'être optimales. Et puis, on a effectivement tout un tas de vocabulaire qui est introduit à travers ces définitions, qu'on ne définit pas nécessairement toujours. Et on va apparaître le terme de capacité, on va apparaître le terme de ressources. Les ressources, c'est comme si on pouvait puiser sur une étagère un certain nombre de choses et puis s'en servir parce que c'est là à disposition. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. On utilise des ressources parce qu'on a des compétences pour les utiliser et une ressource qui est présente sur une étagère n'est pas forcément perçue comme étant une ressource. Bref, il y a tout un tas de problèmes classiques et ce que je propose, c'est qu'effectivement on puisse ouvrir des perspectives opérationnelles et notamment en passant par des modèles théoriques qui rendent compte des processus en jeu en termes de mobilisation et de construction des compétences. Alors je vais passer assez vite là-dessus aussi parce que j'y reviendrai dans le deuxième exposé de façon un petit peu plus détaillée en donnant des exemples, surtout pour que ça puisse mieux parler. Pour ce qui est de la définition de la compétence, voilà la définition que je propose. Une organisation dynamique de l'activité, donc l'idée c'est bien de dire que la compétence est une organisation de l'activité et qui est pertinente pour une classe de situation. Et cette compétence, elle est à la fois mobilisée pour produire un résultat, mais en même temps, elle est régulée pour adapter cette compétence aux difficultés que l'on rencontre au fur et à mesure qu'on la déploie. Et ces deux aspects me paraissent tout à fait importants à prendre en compte ensemble parce que chaque fois qu'on développe une activité, on se développe soi-même.
hein. Chaque fois qu'on produit un résultat, on se construit. Hein. Et ça, c'est un aspect qui, en général, est passé sous silence dans les approches classiques de la compétence. Et donc, il s'agit bien de mobiliser ces compétences-là sur une tâche donnée, dans une situation déterminée. Ces deux aspects-là me paraissent aussi importants à prendre en compte. Le modèle le plus général qu'on peut évoquer pour rendre compte de ça, c'est le modèle du schème, hein, qui a été notamment développé par Piaget, bien sûr, mais au-delà par Vergniaud, qui en a donné une définition analytique, et c'est cette définition analytique que j'utilise pour aller beaucoup plus loin en termes de description des processus qui permettent de mobiliser une compétence en situation. Donc l'idée, c'est de dire que la compétence relève d'un schème mobilisé par un sujet ou un collectif pour réaliser une tâche donnée dans une situation déterminée. Et ce schème, il a nécessairement un triple rapport, un rapport à la tâche, bien sûr, ce qu'il y a à faire, mais également un rapport à autrui et un rapport à soi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on s'engage dans une activité, on s'engage dans une activité pour produire un résultat sur une tâche, mais on s'engage dans une activité qui est adressée à autrui, toujours. Hein. C'est Yves Clos qui utilise cette expression, toute activité est adressée, parce que autrui est là, même si on est tout seul. Hein. C'est très clair. Et puis évidemment, un rapport à soi dans le sens où chaque fois que je mets en œuvre une activité, je suis obligé de contrôler ma propre activité. Donc j'ai une activité sur moi-même. Et donc il y a bien cette triple composante de la compétence qu'il faut nécessairement prendre en compte systématiquement. Et puis il y a l'idée que la compétence est à la fois un potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà là, y compris déjà là parce que on est issu d'une évolution phylogénétique, hein, et donc la façon dont est organisée notre main pour prendre, etc., c'est bien de l'organisation de l'activité, déjà, qui est là. Donc il y a bien déjà des choses qui sont là, qui me permettent d'agir, et en même temps, c'est une activité située dans le sens où chaque fois que j'agis, je suis obligé d'adapter cette activité aux circonstances dans lesquelles je me trouve. Donc j'insiste sur les trois aspects ici et sur l'idée qu'on est à la fois dans une activité mobilisée et régulée, c'est-à-dire que les deux aspects, je produis un résultat et en même temps je me construis, est important à prendre en compte. Et le potentiel et l'activité située, je viens de l'évoquer. L'avantage de la définition que propose Vergniaud pour rendre compte de façon analytique des composantes du schème, c'est précisément de dire un schème, c'est une organisation de l'activité pour produire un résultat dans une situation donnée pour une tâche donnée. Et ce schème-là, il est composé de 4 éléments, des invariants opératoires, c'est-à-dire en fait des conceptualisations, des choses que l'on tient pour vraies ou pour pertinentes, des inférences qui permettent d'adapter les règles d'action qu'on va mobiliser dans cette activité pour produire un résultat concret en fonction des circonstances, et on en adapte en fonction des circonstances. Bien sûr, des règles d'action qu'il faut organiser dans le temps, en parallèle, etc., en succession ou en parallèle, et puis des anticipations, parce qu'on anticipe effectivement le résultat qu'on va obtenir. Des artefacts, parce qu'il n'y a pas d'activité humaine qui ne mobilise comme médiation des artefacts qui ont été construits socialement. Le langage, par exemple, mais pas que, évidemment, tous les outils matériels qu'on utilise classiquement pour faire des choses. Et puis, à ça, il faut ajouter, me semble-t-il, toutes les activités de régulation qu'on peut avoir, c'est-à-dire des activités de régulation à la fois sur les règles d'action qu'on mobilise, sur cette organisation successive des actions qu'on mobilise, une régulation sur les conceptions que l'on mobilise dans cette activité-là, parce qu'on peut avoir des choses que l'on tient pour vraies ou pour pertinentes et dont on se rend compte qu'elles ne sont pas vraies ou qu'elles ne sont pas pertinentes. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la régulation
de type changement de schème, c'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement s'engager dans une activité en s'y prenant d'une certaine manière, puis se rendre compte que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre, qu'il faut complètement changer la façon de s'y prendre. Donc ces activités de régulation sont également importantes à prendre en compte. Bon, je n'insiste pas plus, j'y reviendrai. Et évidemment, on a ces deux aspects de la compétence qui sont l'activité productive, produire un résultat, et l'activité constructive, je me construis pendant que je produis. Alors, sur la question des notions essentielles que sont les savoirs, les connaissances et les compétences, évidemment, il y a, vous connaissez ces controverses qui ont cours dans la littérature sur les compétences, où on a les tenants de la construction des compétences, mais on a aussi les résistants qui considèrent qu'il faut continuer à enseigner des savoirs comme si ces deux aspects-là étaient contradictoires. Évidemment non, hein, parce qu'il n'y a pas de connaissances sans compétences. Je ne peux pas construire des connaissances si je n'agis pas, et réciproquement, je ne peux pas agir si je n'ai pas déjà des connaissances. Hein, donc on est bien dans un rapport dialectique qui est absolument incontournable, et cette controverse me paraît complètement vaine et surtout problématique parce que elle donne du grain à moudre à un certain nombre de gens qui considèrent qu'effectivement le passage aux compétences, ça a un aspect idéologique, c'est servir les intérêts d'une économie néolibérale, c'est utilitariste, etc. Enfin bref, toute une argumentation que vous connaissez certainement et qui fait que on se dit que le passage aux compétences, c'est une régression et non pas un progrès. L'intérêt de la notion d'invariant opératoire est tout autre parce que, effectivement, à partir d'une définition du schème tel que je l'ai donné tout à l'heure, de la compétence telle que je l'ai donnée tout à l'heure, on voit bien que ces invariants opératoires, ce que l'on tient pour vrai ou ce que l'on tient pour pertinent, ça peut être bien sûr des connaissances, mais ça peut être aussi des normes, des valeurs, des croyances, etc., qui sont là, présentes, tout autant que les connaissances, et qui déterminent au moins de façon aussi importante la façon dont on mobilise tel ou tel type d'activité. Donc ce sont des éléments qui me paraissent importants à prendre en compte, qu'on ne valorise pas, me semble-t-il, à leur juste valeur. Et puis par ailleurs, regardez du côté des concepts en acte pour Vergniaud, c'est-à-dire ce qui est pertinent à prendre en compte pour réaliser l'activité, ça aussi c'est extrêmement important parce que ces notions et concepts qui sont importants à prendre en compte pour réaliser l'activité, c'est précisément là-dessus que se font l'essentiel des différences entre les experts et les novices qui réalisent la même tâche. Hein, parce que les experts mobilisent des notions et des concepts qui sont, j'allais dire, pertinents, très pertinents par rapport à l'activité, alors que les novices n'ont pas construit ces conceptualisations et n'abordent pas la tâche du tout de la même manière, mais précisément parce qu'ils ne tiennent pas pour pertinent des choses qu'ils devraient tenir pour pertinentes, ou réciproquement, ils tiennent pour pertinentes des choses qui ne sont pas pertinentes, au lieu de tenir pour pertinentes celles qu'il faudrait prendre en compte. Un spécialiste qui est un plombier spécialiste, il regarde deux trucs et il sait ce qu'il faut faire, et avec deux. Alors que le novice, lui, il regarde tout un tas de choses et c'est pas nécessairement ce qu'il y avait de plus pertinent à prendre en compte. Pour ce qui est du positionnement conceptuel et lexical, évidemment, je vous ai mis l'inflation des termes auxquels on a affaire et qui, me semble-t-il, brouille beaucoup plus les choses que ça ne les éclaircit. Et je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est surtout de bien marquer la différence qu'il y a entre tâche et activité. Et ça, en général, on le fait peu. Hein, c'est-à-dire considérer que la tâche, c'est ce qu'il y a à faire, c'est extérieur au sujet, hein, c'est le métier, c'est la mission, c'est la fonction. Et cette tâche, elle se définit par un état initial, une suite de transformations qui permet d'atteindre un état final. Là, on est du côté de la tâche, extérieure au sujet. Et puis, il y a l'activité, c'est-à-dire ce que fait le sujet. Et ce que fait le sujet, c'est mobiliser une compétence
pour traiter la tâche. Et mobiliser une compétence pour traiter la tâche, c'est faire ici et maintenant quelque chose dans le cadre du rapport à la tâche à autrui et à soi, et en mobilisant ces différents ingrédients que constituent les compétences construites. Et du coup, on confond souvent référentiel métier et référentiel de compétences. C'est-à-dire que la plupart des référentiels dits de compétences ne sont pour moi que des référentiels métiers, dans le sens où ils disent bien ce qu'il y a à faire, mais ils ne disent rien de la manière dont il faut s'y prendre pour faire. Et notamment, rien sur les conceptualisations qu'il faut mobiliser, rien sur les adaptations qu'il faut faire en situation, rien sur les différents types de règles d'action qu'on peut avoir à disposition et qu'on peut utiliser de façon alternative selon qu'on est dans telle situation ou dans telle autre, etc. Donc, cette distinction entre tâche et activité me paraît tout à fait essentielle et vaut bien toute la profusion de vocabulaire qu'on a par ailleurs. Alors, concernant l'approche programme et l'approche par compétence, il me semble qu'il est important effectivement de rompre avec l'approche cours qui part d'objectifs généraux prescrits pour juxtaposer des enseignements souvent et avec des objectifs spécifiques à chacun des enseignements, ce qui fait qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire cette espèce de juxtaposition, mais sans cohérence. Et donc l'idée de l'approche programme, c'est bien de mettre de l'ordre dans ce puzzle et de faire en sorte que les différentes parties puissent être vraiment complémentaires les unes des autres et en interdépendance. Mais bien sûr, on peut faire de l'approche programme simplement, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de coupler l'approche programme, c'est-à-dire mettre cette cohérence-là avec l'approche par compétence en définissant des profils de compétences, des profils de sortie en termes de compétences. Et ce qui me paraît important, c'est de considérer que dans cette approche par compétence, il y a 3 phases qui sont extrêmement importantes. La première, c'est effectivement définir un profil de sortie en termes de compétences. La deuxième, c'est décliner un référentiel de formation qui organise les séances et les séquences d'enseignement de telle sorte qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis troisième aspect, c'est surtout rendre les apprenants responsables de leurs propres apprentissages, c'est-à-dire les mettre en situation d'exprimer les compétences qu'ils ont construites ou qu'ils croient avoir construites, de telle sorte qu'ils soient en quelque sorte les garants du fait que l'enseignement qu'ils reçoivent est un enseignement qui leur permet effectivement de construire des choses dont ils ont conscience et qu'ils savent exploiter, à la fois pour en parler, notamment par rapport à un entretien d'embauche par exemple, ou par rapport à l'accès à une formation d'un niveau supérieur, mais qu'ils soient également capables d'être conscients de ce qu'ils font quand ils le font. Ces 3 aspects sont résumés dans ce schéma qu'on a produit avec Catherine Loisy et Émilie Carozin dans l'ouvrage que j'ai là et qui rend compte de ça. C'est ce qu'on a produit collectivement pour parler de l'approche programme et de l'approche par compétences. Et ce modèle-là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, on y voit bien les 3 phases, les compétences visées ici, le déploiement en termes de formation, et puis ici, ce qui est de l'ordre de l'expression par les étudiants des compétences, et notamment à travers des portfolios qui peuvent être l'outil privilégié pour rendre compte de cet aspect-là.
Alors j'en viens au deuxième aspect qui me paraît important, l'articulation entre compétences individuelles et compétences collectives. Hein. Quand on met en place une approche par compétences à l'université, on pense en général effectivement à mettre en place une approche qui consiste à optimiser en quelque sorte le tutorat que l'on met en place. Alors ce tutorat, moi je l'ai modélisé de cette manière-là pour rendre compte de la tâche de l'enseignant qui consiste à prélever de l'information, ce sont les flèches qui montent, prélever de l'information sur les différentes composantes de la compétence que les étudiants mobilisent pour traiter la tâche qu'on leur donne à traiter via des artefacts, et prélever des informations également sur les régulations que les étudiants mettent en place pour modifier leur activité. Et puis, c'est bien sûr agir sur chacun de ces éléments, bien sûr pas forcément simultanément, mais en choisissant justement d'intervenir sur tel ou tel aspect pour essayer de faire progresser les étudiants. En général, on focalise là-dessus, mais ce qui me paraît important, c'est de promouvoir l'articulation entre compétences individuelles et compétences collectives. Et le modèle qui me paraît le plus adéquat pour rendre compte de ça, c'est un modèle que j'ai repris en fait en exploitant les idées de Nonaka et Takeshi en particulier, qui ont développé le modèle CECI, socialisation, extériorisation, combinaison et intériorisation, et qui consiste à rendre compte de cette dynamique spiralaire qui se déroule au sein des organisations et qui fait cette dynamique qui fait que parce qu'on est en contact les uns avec les autres, eh bien on construit des compétences sans même le savoir, simplement par observation. Ensuite, on peut en discuter autour de la machine à café ou parce qu'on construit des référentiels de compétences. Et puis, on débouche sur des prescriptions nouvelles qui doivent être intériorisées par chacun des individus. Et de ce fait, les compétences qu'ils mobilisent tous les jours vont pouvoir percoler vers autrui et ainsi de suite. Donc on est bien dans une dynamique de co-construction de compétences à la fois individuelles et collectives. Et ça me paraît extrêmement important de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Alors quelques points de vigilance à prendre en compte. La question des références théoriques, évidemment. Cette notion de compétence est une notion fondamentale pour aborder les activités humaines. Ça, je crois que c'est incontournable, mais c'est une notion qui est maltraitée en général dans la littérature et dans les pratiques, et c'est une notion qui, de plus, a des difficultés à s'imposer, notamment chez les enseignants. Enfin, moi, je le vois surtout chez les enseignants. Quand on commence à leur parler de compétences, ça fait un peu la grimace. Et probablement parce que les opérationnalisations sur lesquelles on a débouché sont des opérationnalisations qui posent d'énormes problèmes, et du coup ça leur complique considérablement la tâche au lieu de les aider à faire le travail qu'ils ont à faire. Alors, bien sûr, je plaide pour exploiter la rigueur d'un cadre théorique qu'on peut décliner de cette manière avec ces trois modèles qui me paraissent utiles pour opérationnaliser, et donc j'essaierai de montrer tout à l'heure comment on peut l'opérationnaliser, notamment sur des référentiels de compétences. L'engagement des acteurs est important également parce que cette approche des compétences qui est considérée comme formatée par le marché du travail, qui repose souvent sur des référentiels imposés par la hiérarchie et pas co-construits, et qui semble concerner uniquement les enseignants et leur pédagogie, alors que précisément c'est toute l'organisation qui doit être impliquée. Évidemment, cette réussite, elle passe par l'engagement à la fois des étudiants, des équipes pédagogiques et de la communauté universitaire dans son ensemble. Alors j'en viens à la dernière question, la question de l'évaluation. Cette évaluation à l'université qui est problématique parce qu'elle est essentiellement fondée sur des connaissances et des performances. Elle est souvent
conçu a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on a enseigné, on se dit bon, comment est-ce que je vais évaluer, alors qu'en fait c'est a priori que la notion d'évaluation est importante pour pouvoir effectivement faire en sorte que l'enseignement permette de réussir l'évaluation. Et elle se traduit évidemment le plus souvent par des notes ou des moyennes, ce qui exprime très mal les compétences. Et donc, pour moi, la nécessité de bien distinguer ce qui est de l'ordre de la performance, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des résultats produits par la mobilisation d'une compétence, et puis ce qui est de l'ordre de la compétence, c'est-à-dire comment on s'y prend pour produire une activité productive et une activité constructive. Et donc ce sont ces deux éléments-là qui devraient guider l'évaluation des compétences. Et je propose, avec ici sur la marge de gauche tous les éléments qui consistent à décrire ce que sont les différentes composantes de la compétence, et puis dans la colonne de droite, vous avez les types de questions qu'on peut se poser, soit pour observer une compétence en situation, soit pour questionner des apprenants sur les compétences qu'ils ont construites, ou simplement, lorsqu'on est en situation de formation, pour faire de l'évaluation formative, c'est-à-dire faire de l'évaluation en situation, par exemple quand on est dans un travail de groupe, pouvoir entendre ce qui se dit à ces différents niveaux entre les étudiants pour pouvoir repérer des formes de conceptualisation, repérer des types de règles d'action, repérer des inférences, repérer des régulations, des choses qui constituent effectivement la focalisation importante à avoir sur les compétences. Pour conclure, cette approche par compétence est une démarche qui concerne évidemment au moins ces trois niveaux, les étudiants, les enseignants et puis tous les acteurs impliqués. Et c'est une démarche qui suppose un management de l'innovation à ces trois niveaux. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, mettre en œuvre cette dynamique-là dans une institution, c'est vraiment de faire de l'innovation, et faire de l'innovation pour les trois types de population. Et cette notion de compétence nécessite des cadres théoriques pour avoir des opérationnalisations qui peuvent être à la fois nombreuses et relativement efficientes. Voilà pour ce premier exposé, et peut-être des questions qui se posent. Bonjour, en fait, moi je voudrais vous poser une question sur la différence entre activité et tâche. En fait, cette notion-là, moi, me semblait plutôt liée à des gestes pour la tâche, des niveaux de qualification plus bas pour la tâche, et pour l'activité, des aspects plus orientés vers un résultat. Donc vous introduisez une autre vision, en fait. Oui, en fait, je reprends tout simplement ce qui a été produit par les ergonomes de psychologie française qui, eux, font très nettement cette distinction-là, notamment Jacques Leplat, qui distingue bien ce qui est de l'ordre de la tâche, ce qu'il y a à faire, et donc extérieur au sujet, et l'activité, ce qui est fait, et donc l'organisation de l'activité étant la compétence. Alors, je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Et évidemment, quand on parle d'activité, c'est effectivement ce qui est réalisé en situation. C'est-à-dire que la compétence est beaucoup plus générale. L'activité, c'est effectivement ce qui se voit ici et maintenant quand la personne réalise la production d'un résultat. Et je pense que ça clarifie beaucoup les choses dans le sens où on a bien ce qui est extérieur au sujet et ce qui est prescrit. Et puis ce qui est de l'ordre du sujet, les ergonomes font aussi la distinction entre la tâche prescrite et la tâche effective, c'est-à-dire ce que le sujet a compris de la tâche qui lui est assignée, où il parle d'activité prescrite et d'activité effective. L'activité effective n'étant pas nécessairement conforme rigoureusement à l'activité prescrite, et heureusement, dans un certain nombre de cas.
Et c'est vrai que le caractère, parfois, qu'on peut retrouver dans des référentiels métiers comme le ROM, où les activités vont finalement englober les tâches, Oui. C'est une autre vision que... Voilà, et là vous mettez le doigt sur une difficulté qui tient au vocabulaire, parce qu'on appelle activité ce qui est de l'ordre de la tâche, et du coup on s'y retrouve plus, quoi. Est-ce qu'on pourrait illustrer ça de la manière suivante ? La tâche ou les tâches seraient une notice de montage d'un meuble, hein, donc les tâches à effectuer pour monter le meuble. L'activité serait la personne qui est en train de monter le meuble, qui effectue les tâches en suivant la notice, et donc elle mobilise des compétences, utiliser un tournevis, mettre les éléments à niveau, etc. Est-ce qu'on pourrait illustrer ça comme ça ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, la notice, c'est ce que produit le bureau des méthodes dans l'industrie, hein, c'est-à-dire c'est la description de ce qu'il faut faire pour réaliser l'activité. C'est ce qui est prescrit. Mais ce que fait l'opérateur est d'un autre ordre. Et d'un autre ordre parce que c'est sa propre organisation, sa propre compréhension des choses, ses propres simplifications. Là, moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'un travail qu'on avait fait chez PSA, où on s'était rendu compte que les monteurs sur la chaîne, bien qu'ils aient une fiche de suivi avec les véhicules qui circulent sur la chaîne, faisaient des économies et considéraient que, par exemple, parce qu'ils avaient vu passer 50 voitures rouges avec un rétroviseur de tel type, quand la 51e arrivait, qu'elle était rouge, ils mettaient le rétroviseur de ce type-là. Et ils se trompaient parce que c'est pas ce que disait la fiche. Mais eux, ils avaient fait cette économie-là. Et donc on voit bien que entre la tâche prescrite et la tâche effective, il y a tout un écart, et c'est ce qui fait précisément les différents niveaux de compétences, parce qu'un expert se trompe moins qu'un novice sur tout un tas de choses quand il passe de la prescription à l'activité réelle. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voudrais revenir avec vous sur le tableau que vous avez mobilisé sur votre dernier slide. Voilà, le tableau qui reprend les composantes de la compétence que vous utilisez pour évaluer les compétences. Je voulais vous demander votre point de vue, puisque j'ai un tableau qui ressemble très fortement en didactique professionnelle, où je fais travailler les experts à partir de tableaux comme ça pour dégager des classes de situation, pour concevoir des référentiels de formation. Je voulais savoir si vous partagiez une entrée méthodologique de ce type pour faire travailler les experts à dégager ces situations plus apprenantes que d'autres pour les référentiels. Oui, alors, deux niveaux de réponse peut-être par rapport d'abord à la question de situation et de classe de situation. Si on définit le schème comme étant l'organisation de l'activité pour une classe de situation, cette classe de situation est propre au sujet. Propre au sujet. C'est-à-dire que c'est lui qui, en évoluant dans ses niveaux de compétences par rapport à ce type d'activité, va définir des classes de situation plus ou moins larges, plus ou moins restreintes. Je prends toujours l'exemple du bébé qui aborde le monde en mobilisant son schème succès que Piaget a beaucoup étudié. Et on voit bien que ce schème-là, il est pertinent à un certain niveau de compétence, il l'est plus du tout à un autre niveau de compétence, parce que la classe de situation va être terriblement réduite. Et à d'autres niveaux, c'est exactement le contraire qui se produit. Devenir expert, c'est augmenter la classe de situation qui est en rapport avec le même schème. Donc ça me paraît être une première chose pour dire que les classes de situation, il faut les voir, de mon point de vue, du point de vue du sujet. Et pour moi, il faut voir ça du point de vue du sujet et non pas voir ça de façon générique. Cela dit, évidemment, lorsqu'on interroge des experts pour leur demander comment ils réalisent leur activité, la question c'est quelles sont les caractéristiques des compétences qu'ils mobilisent sur les tâches qu'ils ont à réaliser pour pouvoir situer les novices au regard de cette expertise-là
Et l'idéal pour moi, ce serait de pouvoir caractériser les différents niveaux de conceptualisation qui existent entre le novice par rapport à la tâche et l'expert par rapport à la même tâche. Parce que, à mon avis, il y a des différents niveaux de compétences qui sont construits pour passer de l'un à l'autre. Et précisément, l'objet de la didactique me paraît être de construire un savoir sur ce que sont ces différentes formes de conceptualisation qui sont élaborées lorsqu'on passe de son activité novice à l'activité experte, en sachant que l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir faire fonctionner le novice comme l'expert.